J'ai changé. Parce que les épreuves de la vie m'ont changé. Je veux le dire avec pudeur, mais je veux le dire parce que c'est la vérité. Parce qu'on ne peut pas comprendre la peine de l'autre si on ne l'a pas éprouvée soi-même. C'était en 2007, mais la question se pose à nouveau. A-t-il changé et par rapport à quand? Quel est le Sarkozy qui revient aujourd'hui? Et n'est-il pas piégé entre ces deux campagnes, celle pour la tête de l'UMP et celle qu'il entame déjà pour 2017? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur, le recordman de la plus brève traversée du désert, avec nous 4 invités. Bonjour. Jean-Luc Manot, spécialiste en communication politique. On verra quel regard vous portez sur ce retour que beaucoup jugent raté. Florent Silnicki, ex de la direction des études de l'UMP et cofondateur de la Frenchcom, ma société de conseil en communication, notamment numérique. Michael Darmon, chef du service politique de iTélé. Vous connaissez bien Nicolas Sarkozy, que vous avez suivi un certain temps. Et enfin, Denis Bertrand, sémiologue et habitué de l'émission. Alors, avant de revenir sur les extraits plus récents, je propose de commencer par un petit flashback. C'était il y a quelques mois, mais déjà une autre époque, celle des fameuses cartes postales de Nicolas Sarkozy, lequel, de temps en temps, donnait de ses nouvelles, comme ici à Châtelaillon en janvier 2014, où il était venu remettre une Légion d'honneur. Ils sont nostalgiques et Nicolas Sarkozy le sait. Personne ne l'a remplacé dans le cœur des militants UMP. Alors l'ancien président de la République aimerait en finir avec les vacances. Je n'ai jamais eu un goût très prononcé pour la contemplation passive, nostalgique. Enfin, disons que je suis capable de faire un effort, de m'adapter, pour un temps. Le goût de la politique revient immédiatement et Nicolas Sarkozy attaque sans le nommer son successeur à l'Élysée. Respecter nos compatriotes, c'est leur parler en vérité. Ne pas mentir. Ne pas accepter de mentir. Retraité actif de la politique, Nicolas Sarkozy lance un dernier message à peine codé. Là où la mer est passée, elle revient. Et je suis heureux de vous montrer ma connaissance. Voilà, c'est tout en rire, tout en sourire et tout en sous-entendu. À l'époque, on entend dans le commentaire, la perspective est celle de 2017. Cela dit, même si le retour a été précipité suite au départ de Jean-François Copé à la nouvelle élection à la tête de l'UMP, cette thématique de la vérité reste la même. C'est une constante, exemple lors de la fameuse interview du retour fin septembre sur France 2. J'ai sans doute beaucoup de défauts et je ne prétends pas tout avoir bien fait. Mais une chose, je vais vous dire, et à travers vous, tous les Français, je n'ai pas menti. Je n'ai pas menti. Souvenez-vous du début du débat du second tour avec M. Hollande. David Pujadas, je crois, nous posait la question « Qu'est-ce que vous attendez de ce débat ?» Et j'ai dit « Chacun d'entre nous doit dire sa vérité. » Je n'ai pas menti. Qu'est-ce qui reste de la longue série d'anaphores, vous savez, moi président? Une longue litanie de mensonges. Vous pouvez reprendre tout ce que j'ai dit. J'ai essayé de dire aux Français la vérité. Et d'ailleurs, ils l'ont compris, puisque même si j'ai été battu de si peu, même si j'ai été battu, parce que je n'ai pas menti. N'ayant pas menti, avec l'expérience qui est la mienne, le devoir qui est le mien, l'envie qui est la mienne, de créer les conditions de cette alternance, je veux qu'on renouvelle la politique. Voilà, deux situations différentes, deux moments différents, mais une même thématique, celle de la vérité, du refus du mensonge pour se démarquer de François Hollande et des promesses non tenues. Que pensez-vous de cette thématique, les uns et les autres, notamment de son utilisation en janvier et puis aujourd'hui dans un contexte quand même un peu différent, Jean-Luc Manot? La thématique François Hollande et le mensonge est une thématique porteuse. Une thématique qui se porte pas mal. Enfin, quand on regarde le bilan, quand on regarde les déclarations de campagne de François Hollande et le bilan c'est son meilleur argument, à 2 mois et demi, c'est un argument sur lequel on peut assez aisément surfer. Et en même temps, dans cet argument-là, il y a dans la manière dont l'exprime Nicolas Sarkozy, il y a une force, c'est la dénonciation des erreurs et des errements du gouvernement Hollande, de Hollande. Et il y a une faiblesse, c'est cette idée d'auto-justification
de son propre mandat. C'est cette idée qui, de mon point de vue, empoisonne une partie de sa campagne, selon laquelle les Français, finalement, devraient venir à repentance. Ils devraient s'excuser de l'avoir battu d'un petit peu. Oui, c'est ce qu'il dit un petit peu. J'ai été battu, mais un petit peu. D'un petit peu, dit-il. Et donc, c'est cette idée que les Français se sont trompés. Je crois qu'on ne... c'est ça que vous entendez dans ce qu'il dit. Naturellement, il dit que les Français se sont trompés, qu'ils ont eu tort de le battre. Or, les Français, ils pensent pas qu'ils ont eu tort de le battre, ils pensent qu'ils ont eu tort de voter pour Hollande, ce qui n'est pas exactement la même chose. C'est une des contradictions du début de sa campagne. Alors, en même temps, ce discours un peu sur la vérité, c'est dur, ça va être dur. Enfin, moi, je dis la vérité. C'était un petit peu là-dessus qu'il avait démarré sa campagne en 2012, avant de partir sur des thèmes plus sécuritaires. C'est aussi un peu un retour à ces thèmes-là. C'est lui qui fait sa repentance ou c'est les Français qui doivent la faire, Michael C'est-à-dire qu'il y a effectivement deux choses. C'est un thème porteur de parler de vérité, d'énoncer les mensonges de François Hollande du point de vue de Nicolas Sarkozy. Et c'est également un pari qu'il fait dès le début de sa défaite, c'est-à-dire immédiatement après l'élection. Il dit, de toute façon, il a menti sur tout, il a menti sur la situation de la France, puis après il a menti sur sa situation personnelle. Au moment où il fait cette déclaration à Châtelaillon, on est déjà dans une logique où on commence à comprendre que les Français n'ont pas exactement le François Hollande qui le pensait ou qui croyait connaître, qui se dessine devant leurs yeux. C'est la première des choses. Ce qui est frappant également dans toute les textes et les sous-textes depuis le début de son retour, c'est qu'en réalité, il reprend le débat là où il a laissé. C'est-à-dire ce qu'il n'a pas avalé, c'est-à-dire tout simplement avoir déposé les armes pendant le débat entre les deux tours au moment des anaphores. Parce qu'il a fait ça dans toutes ses premières déclarations. À chaque fois, il a remis sur le tapis ces fameux anaphores de François Hollande. Oui, c'est le débat de l'entre-deux tours qui lui reste coincé entre... Exactement, c'est le moment où il a déposé les armes dans la campagne, c'est à ce moment-là, et il le reprend exactement à cet endroit-là en disant, regardez, que reste-t-il de ces fameuses déclamations et de cette déclinaison. Ça, c'est la première des choses. Et puis troisième sujet qu'on va décliner certainement, c'est qu'au fond, le retour raté ou pas, encore faudrait-il qu'il y ait eu un départ. Oui. Il n'est jamais parti. Oui, il a inventé, Nicolas Sarkozy, le premier mandat post-présidentiel. Oui, d'ailleurs, c'est ça qui est amusant, effectivement, parce que quand on revoit ces images, et c'est pour ça que je voulais les reprendre, de ces fameuses cartes postales, on voit qu'il est déjà sur les mêmes thématiques, finalement, qu'aujourd'hui, que ça ne s'est quasiment pas arrêté, avec quand même une différence dans la forme, Denis Bertrand, parce que on le voit, il est beaucoup dans les sous-entendus au mois de janvier, et puis c'est un peu le même discours, mais tout en sourire, alors que là, il y a une gravité qui n'était pas à l'époque. Qu'est-ce que ça change? Il y a un point, là, sur l'affaire du mensonge, qui me paraît intéressant dans l'emploi qu'il fait du verbe mentir. Je n'ai pas menti, il le répète 6 fois à peu près, si on compte dans le bref extrait. Et il se prête du même coup, il est particulièrement menacé par un phénomène rhétorique qui est assez bien connu, qui est le phénomène de la contre-argumentation. À force de dire une valeur positive, on fait entendre son contraire. Et à force de dire qu'il n'a pas menti, qu'il a dit la vérité. Oui, il y a une telle présence de la problématique du mensonge dans son discours et une telle revendication du non-mensonge que, tiens, ah bon, c'est comme quand quelqu'un dit je suis sincère. Oui, à force de dire sincèrement, ça... Oui, un petit mot, puis on va donner la parole à Florence. Oui, c'est vrai, c'est souvent quand on entend des gens dire honnêtement, on sait que derrière, ce ne sera pas honnête. Mais les politiques utilisent beaucoup cet artifice. Mais ce qui est intéressant dans la thématique de je n'ai pas menti, c'est que ça renvoie aussi à cette espèce de promesse de 2007. Souvenez-vous, quand il est élu, il arrive sur la tribune de la Concorde et il dit « Je ne vous mentirai pas, je ne vous décevrai pas et je ne vous mentirai pas », dit-il en l'occurrence. Donc c'est ça qu'il reprend aussi tout le temps en disant « Je ne vous mens pas, vous savez qui je suis ». En fait, il parle de lui. Vous savez parfaitement, vous connaissez ma personnalité. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous m'avez rejeté. Vous m'avez rejeté, j'ai pas menti, il n'y a pas de tromperie il n'y a jamais eu de tromperie sur la marchandise, c'est ce qu'il nous dit. Florian Sinicki. Et d'ailleurs, moi je crois que cette thématique du mensonge et de la vérité, elle n'a cessé d'être mise en avant et d'exister depuis le débat entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. Et elle naît de l'utilisation ou de l'emploi du mot calomniateur. Dès ce débat, Nicolas Sarkozy tente d'installer dans l'opinion l'idée qu'il va y avoir avec la présidence Hollande, si elle avait lieu, un péché originel qui serait celui de la trahison et du mensonge. Et le second point, c'est de tenter de convaincre les Français que peut-être que l'attitude que Nicolas Sarkozy a eue pendant tout au long
son mandat présidentiel. Peut-être que ça ne leur a pas plu, mais au moins il a dit la vérité. Mais alors, Jean-Luc Panot parlait d'un bémol quand même en disant quelque part, il dit aussi aux Français de se repentir. Vous partagez ce point de vue ou vous trouvez que c'est plutôt habile de revenir justement sur cette thématique de la vérité comme ça de manière Je crois récurrente? qu'il n'est pas là dans l'habileté, il est dans la sincérité. Ah ouais? Ça dit quelque chose de lui. Il y a un moment sincère qui transparaît ici. Ça pose la question de l'acceptation par Nicolas Sarkozy de sa défaite. D'accord. Ah oui, donc vous dites qu'il n'est pas dans l'habileté et dans la sincérité, c'est-à-dire que ça sort comme ça lui vient, quoi. Moi, Je crois. Alors, un mot, c'est que moi, je m'exerce jamais à dire si les gens sont sincères ou pas, parce qu'en réalité, on n'en sait rien. On peut dire ils ont l'air sincères ou pas l'air sincères, mais enfin, je suis même pas sûr que quand on est le soir dans le lit avec eux, on sait s'ils sont sincères ou pas. Donc, c'est pas en étant dans un studio télé qu'on peut le deviner. Moi, ce qui me paraît intéressant, pour suivre ce que disait Mickaël, dans l'analyse de ce je n'ai pas menti, c'est qu'en réalité, il réinstaure, il prend le débat au même endroit et il réinstaure un débat de profil, un débat moral, un débat de personnalité entre lui et François Hollande. C'est quand même, il y a un terrain formidable. Il faut arriver d'écouter Français, Françaises, vous voyez bien que rien ne marche, que ce gouvernement est à côté de la plaque, vous êtes 85% à le détester. Non, c'est un truc d'homme à Il fait pas homme, ça. Il fait pas ça. Il dit, moi, je n'ai pas menti, j'avais une qualité que lui n'avait pas. Pourquoi? Et je termine. Parce que, en fait, il est obsédé par les commentaires de presse qui ont été faits sur sa défaite. Et les commentaires, il disait quoi? Il disait Sarkozy, il n'a pas perdu pour sa politique, il a perdu sur sa personnalité. Et ça, c'est une blessure, c'est extraordinairement violent. Il est en train de réessayer de réparer ça. D'accord, c'est pour ça que vous dites qu'il revient d'une manière un peu, sincère ou pas, en tout cas un peu... cyclique, naturel. Et là, il y a de la sincérité dans le mouvement. Voilà, voire excessif, diront certains. Alors, cela dit, on oublie peut-être, là, parce qu'on parle de match Sarkozy-Hollande, mais il est quand même en campagne pour la présidence de l'UMP, il ne faut pas l'oublier. Puis du coup, il lui arrive aussi forcément de parler un peu de son parti, de la vie de son parti. Alors, pas tant dans les médias que dans des réunions publiques avec des militants, comme ici à Troyes, où il inaugurait un nouveau style assis dans un fauteuil. Ça a été très commenté. Et puis notre famille, qui s'est divisée, déchirée. Je porte de jugement sur personne, mais je veux rassembler. Je veux que chacun comprenne que dans une famille, on peut avoir des idées différentes. On peut s'aimer plus ou moins, mais qu'on reste membre de la famille et que son devoir, c'est de construire ensemble et non pas de se battre les uns contre les autres. Que chacun comprenne cette chose simple, c'est qu'il n'y aura pas de succès individuel sur la faillite générale et que pour qu'il y ait le succès d'un en 2000 ou d'une en 2017, il faut d'abord qu'il y ait la reconstruction collective et le succès collectif d'une famille politique dont le devoir est de créer les conditions d'une alternance. C'est notre responsabilité et ça compte davantage que de savoir si on s'aime ou si on s'aime un peu moins. Pour le reste, qu'il y ait des personnalités fortes dans notre famille. C'est moi qui vais reprocher les tempéraments forts? Demandez à Carla. Voilà, demandez à Carla. Pour le reste, dans la posture, il se place au-dessus des membres de sa famille, alors politique, celles-là, qui se sont divisées et déchirées. Variation sur le même thème quelques jours plus tard. Cette fois-ci, il est debout, toujours devant des militants UMP, et il en réfère à Jacques Chirac. C'est plus facile de faire la dynamique de la division, mes chers amis. Mais croyez-moi, la dynamique du rassemblement, eh bien, elle sera positive pour tout le monde. Pour tout le monde. Avec Jacques Chirac, dans le passé, je n'ai pas toujours été discipliné et sage. J'ai été minoritaire dans notre famille politique. J'ai été sifflé dans ma famille politique. Je n'ai jamais quitté ma famille politique. Et quand Jacques Chirac m'a fait l'honneur de m'appeler au gouvernement, quels que fût par ailleurs nos désaccords, j'ai répondu oui, parce que ça restera l'honneur de ma vie que d'avoir été dans des gouvernements pour servir mon pays avec Jacques Chirac comme président de la République. C'est comme ça. Et quand Jacques Chirac a fait d'autres choix, moi, je vais vous dire quelque chose. Il restera quand même une partie de ma vie. Parce que je ne peux pas oublier que quand je me suis engagé, j'avais 18 ans, je l'admirais, il était là.
Alors la vie, c'est compliqué. Et quand il a eu des ennuis, j'ai été là aussi. Bon. Puis il y a Bernadette. Voilà, il y a Carla et il y a Bernadette. Vous vouliez dire un petit mot là-dessus, Denis Bertrand? Oui. Enfin, là, les deux extraits sont amusants. Et la mise en parallèle est très, très intéressante parce que c'est la même chute. C'est la chute sur la note affective personnelle féminine. Et on pourrait dire qu'il y a comme un schéma qui se déroule à chaque fois de la même manière. Et ça doit terminer. Le pathos ne commence pas au début. Au début, on a plutôt de la structure, de l'expérience. Et on arrive finalement au toucher passionnel, au toucher affectif à la fin. Moi, il y a un autre point qui me paraît très intéressant, c'est l'emploi du mot famille. Le fauteuil et la famille, dans la scène première. Il y a un lien, évidemment, entre l'installation sur scène sur un fauteuil, comme dans un salon, oui. devant en famille. On est en famille. Et l'emploi du mot famille à la place du mot parti ou du mot, enfin, de tous les termes politiques qui permettent de désigner l'acteur collectif est évidemment très important parce que à la famille se trouvent associées les thématiques de la division, le déchirement, mais de la fidélité fondamentale, de l'origine. Chacun a sa vision de la famille. Non, mais des phénomènes anthropologiques de base, la filiation, la filiation, la généalogie, et toute cette thématique qui vient derrière le mot famille, c'est une thématique généalogique, une thématique de la filiation, de l'origine. Donc c'est aussi naviguer sur des terres de l'identité nationale. Surtout, il s'installe comme le père de la famille qui est l'UMP. Plus un rôle dans la famille, oui, le rôle du père avec la transmission de la mémoire avec Jacques Chirac. Les rôles, le cousin, le neveu de Jacques Chirac. Vous dites quoi? Vous dites qu'il se met comme le relais entre Jacques Chirac. Le père de famille et celui qui est en capacité de transmettre la mémoire de sa famille politique. Et c'est la référence avec Jacques Chirac. Et c'est aussi une forme de réconciliation d'ailleurs. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que la référence avec Jacques Chirac, on va en parler, elle est assez amusante de ce point de vue-là, mais le fauteuil, après avoir inventé aussi le mandat post-présidentiel, il invente aussi le candidat sur un fauteuil, c'est-à-dire qu'en fait, il est déjà élu. Il est déjà en situation d'être dans la chair de « je suis autour de moi ». Parce que après, on reviendra effectivement comment, en quelques jours, on est passé du fauteuil au podium. On voit effectivement qu'il change, que les extraits sont chronologiques. Mais pour terminer sur Jacques Chirac, là, c'est quand même très amusant parce que l'hypermnésique que Nicolas Sarkozy oublie quand même un passage fondamental de son engagement dans la vie politique, il rentre pour soutenir Chaban. Sa vraie entrée en politique, c'est pour soutenir Jacques Chaban-Delmas. Et sa première manifestation de sa vie, c'est quand il défile en disant « Ah bah Chirac, vive Chaban ». Donc quand, après des années, il nous explique qu'il est rentré parce qu'il admirait Jacques Chirac, là aussi, il nous réhabille l'histoire. Et à la fin, la touche affective permet de pouvoir faire passer ce feuilleton recomposé. C'est ce que vous disiez, en fait, c'est ça, la touche affective de la fin, Bernadette, c'est pour faire passer la réécriture de l'histoire. Alors vous dites assis sur un fauteuil, on a beaucoup parlé de ces premières réunions publiques assis sur un fauteuil. Alors vous voyez un symbole qu'on n'avait pas entendu encore, c'est le président assis sur un fauteuil. Vous n'aviez pas l'air tout à fait d'accord. Jean-Luc Manot, je vous ai vu... hocher la tête. Si, je suis d'accord avec ça. Le seul truc, c'est que quand les politiques, au début de la campagne, comment réfléchit le staff de Nicolas Sarkozy avec Nicolas Sarkozy? Ils disent d'abord, il y a une première exigence, il faut faire des meetings sans fric. Il faut les faire pauvres parce qu'il faut faire l'anti-Pygmalion. Ouais. Et donc on ne fait pas la poursuite, les lumières, etc., etc. Ça, c'est le premier élément. Et deuxièmement, on ne met pas Nicolas Sarkozy en situation de confusion avec la campagne présidentielle. Donc on ne le ramène pas devant un pupitre. Et on va montrer qu'il a changé, qu'il est capable d'écouter les gens, puisque c'est un reproche qu'on lui a toujours fait. Il l'intériorise lui-même, parce qu'il le dit sur France 2, quand il va à l'interview, il dit « j'ai pas su assez écouter, peut-être j'ai blessé ». Et donc on l'assoit. C'est toujours un signe très intéressant que les politiques, quand ils veulent montrer qu'ils vont changer, font le truc que par excellence ils ne savent pas faire. Or s'il y a un truc que Nicolas Sarkozy ne sait pas faire, c'est être assis. Et rester assis. Et rester assis. Il y a du mal, tout le monde a compris. Il sait s'asseoir, naturellement. C'est à la portée de tout le monde. Oui, mais enfin, quasiment. il gigote, il gigote, il est dans le truc. Et en plus, le moment où il est assis, ça le conduit à jouer davantage. Or, Dieu sait qu'il joue, qu'il est un acteur né. Le problème, c'est que c'est de temps en temps dans la caricature, et c'est pas lui faire offense de dire qu'il y a des moments, il est entre... Il joue trop. Il est entre Aldo Macione et Popek, vous voyez bien qu'il y a des moments où c'est exagéré, où c'est trop joué. Lui-même essaye de le réfréner, et il a du mal à le faire, parce que c'est son naturel. Il joue plus quand il est assis, parce qu'on dirait qu'il joue beaucoup quand il est debout sur le petit sketch. Il joue tout le temps. On le voit obligé d'en faire, parce qu'il joue aussi des jambes.
Et on voit qu'il a du mal à avoir la jambe D'accord, donc stable. c'est pour ça qu'il finalement il a changé après ne pas avoir voulu être dans la posture de meeting. Il s'y est remise. Oui, un petit mot. Oui, mais moi, il me semble que surtout, c'est ce côté de la proximité interpersonnelle qui est travaillé pour. En étant là, sans pupitre, sans rien entre lui et les militants. C'est-à-dire que l'assistance est également assise dans des fauteuils. C'est un grand salon. C'est un grand salon. Alors, du coup, ça vous diriez- a coupé une partie de son énergie, c'est-à-dire qu'à chaque fois, Et en effectivement, on a un Nicolas Sarkozy assis, sachant qu'il veut revitaliser, réveiller, relancer la France. L'arrivée, le voir assis sur un fauteuil sans bouger, c'est contre-productif. C'est la raison pour laquelle il s'est relevé quelques jours plus tard. Et le côté un peu, ce que vous dites, la stand-up, enfin voilà, acteur, comédien, alors on a senti que vous étiez assez critique. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est bien passé ça auprès des... Parce qu'il y a les militants, il y a le public dans la salle. D'ailleurs, il dit souvent le public. Votre regard là-dessus, Florian Simicki? Moi, je crois qu'il ne faut pas se demander si ces prestations plaisent aux Français, mais si ça plaît aux militants et si ça convainc sa famille politique. Nicolas Sarkozy n'est pas là pour convaincre les Français, il est là pour convaincre et rassembler sa famille politique. C'est le sens du fait qu'il s'installe comme un père de famille et c'est aussi basé sur le fait, c'est aussi pour surmonter le fait qu'aucun chef et aucun père de famille ne l'a remplacé. Et c'est un peu comme se demander... ce que serait Walt Disney à la mort de Walt Disney. Enfin, il n'y a pas eu de mort de chef à la tête de l'UMP. Oui, personne n'a pu en dégager. Et donc Nicolas Sarkozy arrive à partir de cette situation. Alors, vous parlez justement on parlait de la campagne pour la direction de l'UMP qui se fait sur la posture, le rassemblement. Il y a quand même des thèmes de fond qui sont évoqués. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails du programme, mais il nous a semblé, en préparant l'émission, détecter une évolution dans la manière dont Nicolas Sarkozy articulait son discours. Alors, petit retour en arrière, nous sommes fin 2004 et celui qui vient alors d'être élu à la tête de l'UMP entame déjà sa campagne présidentielle pour 2007. Je vous propose de regarder un petit extrait sur la question des thématiques relatives au système social. L'État ne doit laisser personne au bord du chemin, mais à l'inverse, personne ne peut demander à être aidé par la société s'il n'est prêt lui-même à fournir le minimum d'efforts personnels sans lequel rien n'est possible. Nous ne parviendrons pas à bâtir un nouveau modèle de réussite si nous ne réhabilitons pas le travail. Voilà, alors c'est un extrait, mais enfin, qui montre bien ce système de discours qui avait permis à Nicolas Sarkozy de trianguler, comme on avait beaucoup dit, c'est-à-dire de séduire à droite, mais aussi à gauche, avec d'un côté un discours sur la fermeté, la responsabilité individuelle. Personne ne peut demander à être aidé par la société si, et de l'autre côté, quand même, la contrepartie, l'État ne doit laisser personne sur le bord du chemin. Donc c'était un peu ces deux leviers, voilà, merci. Je vous propose maintenant d'écouter le Nicolas Sarkozy de 2014, toujours sur cette thématique du système social. Il nous faudra revoir notre système social. Toute allocation doit avoir comme contrepartie un travail au profit de la collectivité. Laurent Wauquiez a eu raison. Je le dis calmement, mais après y avoir beaucoup réfléchi. Notre système social est trop généreux. Nous ne pouvons plus nous offrir le luxe de distribuer un certain nombre d'allocations à des personnes qui se trouvent en France illégalement. Jusqu'en 2012, l'aide médicale d'État coûtait 500 millions d'euros par an. En 2013, elle a coûté 800 millions, soit une hausse de plus de 50%. Je ne comprends pas comment on peut dire à nos compatriotes « il n'y a plus d'argent pour payer les dépenses pour vous », mais on peut augmenter celle-ci de 50%. Il y a certainement une erreur quelque part. Voilà, alors le discours s'enchaîne, il passe effectivement d'une thématique à l'autre, mais ce qui est frappant, ce qui nous a frappé, c'est qu'il n'y a plus justement ce que vous mentionniez, ces fameux deux leviers, quoi. On a l'impression qu'il n'y en a plus qu'un seul. Je voulais savoir ce que vous pensiez de cette évolution. Il n'y a pas une vraie évolution du discours de Nicolas Sarkozy, parce qu'en fait, le premier, c'est un discours d'Emmanuel Mignon qui reprend, en le développant, la citation de Kennedy de « Ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays ». Et le second discours, c'est toujours d'Emmanuel Mignon, sauf qu'il intègre un contexte, la montée du Front National, une crise économique renforcée et un président de la République en place en échec. Voilà ce qui explique le vrai changement ou l'évolution de positionnement de Nicolas Sarkozy. C'est plutôt essayer de combler le fait qu'il n'y a plus de ligne politique.
En l'occurrence, on peut la contester ou pas, elle a été contestée souvent, mais Nicolas Sarkozy avait, pour 2007 et ensuite durant son mandat, une ligne politique incarnée par le fameux Patrick Buisson. Mais avant l'influence de Patrick Buisson, il y avait... Oui, parce qu'en 2004, on est avant, voilà. Et avant et après, et la composition et l'articulation de sa conquête présidentielle jusqu'en 2007, et le début du mandat, c'est aussi le pacte qui passe avec la CGT, c'est-à-dire que identité nationale et gagner plus, travailler plus, sont deux faces différentes d'une même pièce, c'est-à-dire la même catégorie populaire qui à la fois valide des comportements très régaliens, voire durs sur l'immigration, et en même temps qui sont dans des catégories qui attendent aussi de l'état des choses. Cette arche, il ne l'a plus. Oui, voilà, c'est ce qu'on entend bien. Voilà. La question, c'est quelle ligne politique aujourd'hui? Il est encore en train de la chercher, puisque là, c'est le moment où en fait, il prend le parti. Donc, on est dans l'antichambre en fait, du retour de Sarkozy. Il n'est pas encore vraiment revenu. Et là, du coup, on est plutôt sur des espèces de catalogue de mesures au gré de la géographie. Quand il parle dans le sud, il fait de la droite. Quand il va aller dans la région du centre, il fera du centre pour récupérer la Ah ouais, d'accord. Vous diriez vous au gré des endroits? Parce qu'on a l'impression quand même, en écoutant... Comme par hasard, il s'est mis à faire des propos très droitiers quand il était dans le sud. Ouais, après certains diront qu'il a continué, hein, après Nice. Certains diront, mais il s'est aussi à ce moment-là après amendé sur d'autres schémas, parce qu'il est dans la récupération déjà de l'électorat militant premier. Oui, Jean-Luc Manot. Il y a deux éléments. Le premier, c'est qu'entre les discours de 2007, de 2012 et les discours d'aujourd'hui, c'est une banalité de le dire, il y a du temps qui s'est écoulé, et il y a une situation politique, et une situation sociale et économique, mais qui a beaucoup changé. La nécessité politique de trianguler, comme on dit, c'est-à-dire d'aller chercher des thèmes qui étaient des thèmes de gauche, ce qu'il a parfaitement fait en 2007, en étant sur des valeurs qui sont plutôt des valeurs défendues par la gauche, le mérite, le travail, alors que la droite peut être plus sur l'individualisme et l'héritage, on va dire. Il va dans cette logique-là et il gagne là-dessus. Il est convaincu aujourd'hui, c'est un débat politique intéressant, que cette séparation entre le courant libéral, enfin entre la doxa libérale et d'autre part une doxa sociale, n'a plus de raison d'être, qu'elle n'existe plus, qu'elle est morte. Il dit par exemple en privé, Nicolas Sarkozy dit aux gens qu'il rencontre, dit mais... Qui aujourd'hui va demander la suppression du contrôle d'échange ou le contrôle d'échange? Ça n'existe plus. Qui va dire qu'il faut plus de prestations sociales dans notre pays? Personne, y compris la gauche de la gauche, ne le dit plus. Donc il pense que ces frontières sont mortes. Il change parce qu'il pense qu'il n'y a plus à tenir ces deux bouts. Le discours change parce qu'il pense que le curseur politique n'est plus au même endroit et que la bataille idéologique ne se mène plus de la même façon. D'accord. Alors, il y a juste un autre élément. Dans les premières images, sa famille politique est rassemblée. Il peut donc déjà partir dans la conquête de l'opinion publique. Là, pas du tout. Il s'agit donc non pas de fixer les lignes d'un programme politique, mais juste de rassembler sa famille politique. Donc citer Jaurès dans les secondes images, dans le second discours, ça n'a pas de sens. On ne l'aurait pas trop senti, on ne l'avait pas mis dans le premier extrait, cela dit non plus. Alors, autre thème de cette campagne interne, et là on revient plus sur la thématique concernant Nicolas Sarkozy lui-même, celle du changement, avec là aussi parfois l'impression du moins d'un remake, ou du moins on se souvient du fameux « J'ai changé » de 2007. Alors là, pour se rafraîchir la mémoire, un petit extrait de ce fameux discours prononcé lui début 2007. Là, il vient d'être investi candidat à la présidentielle. J'ai changé parce qu'à l'instant même où vous m'avez désigné, j'ai cessé d'être l'homme d'un seul parti, fût-il le premier de France. J'ai changé parce que l'élection présidentielle est une épreuve de vérité à laquelle nul ne peut se soustraire. Parce que cette vérité, je vous la dois. Parce que cette vérité, je la dois aux Français. J'ai changé parce que les épreuves de la vie m'ont changé. Je veux le dire avec pudeur, mais je veux le dire parce que c'est la vérité. Parce qu'on ne peut pas comprendre la peine de l'autre si on ne l'a pas éprouvée soi-même. On ne peut pas partager la souffrance de celui qui connaît un échec professionnel ou une déchirure personnelle si on n'a pas souffert soi-même. J'ai connu l'échec et j'ai dû le surmonter comme des millions de Français. Voilà le surmontré, petit lapsus que nous avions relevé à l'époque. Alors, quant aux échecs, aux épreuves de la vie, il y a notamment celle de la guerre fratricide entre Baladurien et Chiraciens 10 ans plus tôt, qui lui avait valu sa première traversée du désert. La deuxième, on en a parlé, c'est celle, la mini traversée du désert dont il sort aujourd'hui après sa défaite de 2012. Alors, a-t-il changé depuis, à nouveau, cette thématique du changement évoquée sur le plateau de France 2? Si j'ai perdu, c'était ma responsabilité. Parce que vous avez fait des erreurs? Mais naturellement, vous savez que je suis un être humain. Lesquelles?
je vais vous le dire. Et quand j'ai écrit, j'ai fait le tour de la vanité de certains sentiments. Par exemple, celui qui consiste à penser, quand on a beaucoup d'énergie et qu'on croit beaucoup dans ses idées, ce qui est mon cas, que parfois on peut réussir seul, alors qu'il n'y a pas de réussite individuelle. Il n'y a pas de réussite qui soit possible si on est tout seul. Et c'est le temps, c'est l'âge, c'est l'expérience, c'est les échecs qui vous font comprendre ça. Réussir seul, d'une certaine façon, c'est aussi l'âge qui vous apporte peut-être un peu moins d'énergie, mais plus de sagesse, plus de recul. Réussir seul, ça veut dire quoi? Vous êtes isolé, vous êtes devenu... Non, mais il y a une tentation qui était la mienne de tout vouloir faire soi-même. Parce qu'on a une difficulté à déléguer, parce que dans l'urgence, et parce que je voulais tellement que ça soit le mieux possible, je voulais tellement m'engager, je voulais tellement que les gens ne soient pas déçus, que sans doute j'ai fait cette erreur, mais il y en a d'autres, et parfois je me suis rendu compte, avec le recul, que sans le vouloir, j'avais pu blesser des gens, en prenant pas la bonne expression. Et si c'était à refaire, je ne le referais pas. Voilà, si c'était à refaire, je ne le referais pas. Alors, il ne dit pas clairement qu'il a changé, mais enfin, on comprend quand même qu'il a un petit peu changé, non? Oui, c'est-à-dire que là, il y a un élément, le recul, l'âge, enfin le grand argument du recul, de la prise de distance. De la maturité. De la maturité. D'abord, il ne change pas, c'est des épreuves, et là, c'est la maturité. Mais en même temps, moi, je trouve intéressant la manière dont il exploite le discours très subjectif. Quoi. Le rapport, c'est presque le thème du fauteuil, quoi, dans la voix, dans le discours. C'est l'intimité. Oui, sur France 2, dans un discours très intime, on a presque l'impression qu'il est dans la confidence. Voilà. On a une espèce de stratégie de l'intimité. D'où le choix du journaliste pour ce jour-là, d'ailleurs. Oui, c'est ça, en plus, oui. Un jour, un destin, c'est intéressant parce qu'en 2007, c'était pas encore le cas. Dans la séquence qu'on a vue en 2007, on part, l'anaphore, parce qu'il aussi, il en fait des anaphores. J'ai changé. Rythme ternaire, etc. Les trois anaphores, il les décline, on part du parti, la structure politique, ensuite on part du principe de vérité, et enfin on arrive à la vérité. C'est-à-dire qu'il construit un discours qui est orienté vers la dimension subjective, affective, interpersonnelle, alors que là, elle occupe tout l'espace pour l'instant dans ce... Alors, moi, si vous me permettez, j'ai une grille de lecture différente de ce point de vue-là. Entre 2007 et ce jour-là, donc en 2014, il y a une différence fondamentale. En 2007, il est malheureux sur le plan personnel. Il ne parle que de lui. J'ai changé les douleurs, les peines, la peine de l'autre. Il ne parle qu'à Cécilia. D'accord, c'est pas que Balladur et Chiraquien, c'est pas aussi du tout, Cécilia, rien de politique. Il ne parle qu'à Cécilia ce jour-là, qui est au 7e rang dans l'ombre et qui n'a pas voulu se mettre devant et qui ensuite, on sait, fera la campagne en pointillé et partira finalement. Et en 2014, il est heureux dans sa vie personnelle. Il le dit, on le voit, il le sait. Et à la fin, il pose même l'équation. J'ai peut-être un petit peu moins d'énergie, mais un peu plus de sagesse. La question, c'est, au fond, il a l'énergie, la hargne, la rage qu'il avait en 2007, liée aussi à son problème de rupture personnelle. Et le mot rupture, à ce moment-là, était en correspondance absolue avec et sa vie personnelle et son projet politique. Est-ce qu'aujourd'hui, il en aura la même force, sachant qu'il est heureux? Et ça, c'est la grande question de Nicolas Sarkozy. D'accord, oui. D'abord, c'est assez amusant parce qu'en 2007, il vient dire à sa famille politique, dans le J'ai changé, le premier acte du J'ai changé, c'est « Je ne suis plus votre homme ». Je ne suis plus à vous. Je ne suis plus qu'à vous. Je ne vous appartiens plus. Il faut me laisser de la liberté. Or là, il faut qu'il explique qu'il a changé à des gens dont il veut redevenir l'homme. En étant le patron d'un parti. Il est dans l'autre sens. Voilà. Donc c'est quand même un drôle de raccourci de l'histoire. Premier point. Deuxième point, moi, qui me paraît assez intéressant, Nicolas Sarkozy, je trouve que avoir accepté d'emblée le débat sur changer, pas changer, est une faute politique de la part de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui? Oui. Je pense que rentrer dans l'idée, je vais me justifier sur le savoir si j'ai changé ou pas, c'est accepter l'idée que j'étais pas fréquentable avant, en tout cas qu'il y avait une partie de moi qui n'était pas fréquentable, puisqu'il faut que je change. Quand vous venez voir la femme avec qui vous avez vécu dans le couple et que vous lui dites j'ai changé, c'est quand même que vous avez fait de sacrées conneries avant et que vous avez été assez insupportable dans le j'ai changé. Donc je pense qu'il a eu tort de faire ça. D'autant plus qu'il y a un moyen de s'en sortir.
Mais oui, j'allais dire, qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre? Parce qu'on lui parle de ses erreurs. C'est d'expliquer, je me suis trompé, j'ai fait des erreurs. Mais c'est ce qu'il dit. Non, alors quelle est la différence? Non, accepter des erreurs, c'est faire un bilan très clair, très net, politique. Là, j'ai eu tort. Et il peut très bien dire, c'est vrai, quand j'ai traité un type je lui dis casse-toi pauvre con, c'était pas la manière, je le referai plus. Vous voyez, c'est pas le j'ai changé en général, parce que là c'est à nouveau intimiste, c'est la personne, c'est lui. Alors qu'en réalité, comme si c'était fondé là-dessus. Mais on n'a pas, excusez-moi, je termine. Les Français, ils se demandent pas si Nicolas Sarkozy il est allé voir un psy et si ça va mieux. C'est pas ça qu'ils se demandent. Ils se demandent si demain, s'il lui confie les rênes du pouvoir, ce sera mieux que ce qu'il y a aujourd'hui. Attendez, je reformule, pardon, juste pour vérifier. Donc reconnaître des erreurs ponctuellement, oui, mais là il est dans justement le ton un peu psy. Pour le coup, est inapproprié. Mais peut-être pas sur les bons sujets, effectivement. Pas sur les bons sujets. Cette note du divan est insupportable. Non, mais justement, oui, sur le plan politique, c'est ça le problème. Attendez, écoutez. Rapidement, pardon. C'est vrai qu'il parle de lui, alors qu'en réalité, pendant tout son mandat, avec la crise politique, économique très forte qui est arrivée, il a été identifié à la violence politique que les gens ont vécue personnellement dans leur vie. Il a été ce symbole, d'autant plus que tous les corps intermédiaires ont beaucoup souffert. D'accord, donc c'est Nicolas Sarkozy. Et donc, quelque part, dit j'ai compris la peine de l'autre, mais en réalité, il a été perçu comme quelqu'un qui, justement, ne la comprenait pas. Et c'est ça. Mais c'est peut-être pour ça qu'il veut dire, c'est peut-être pour ça, tout simplement, qu'il veut dire qu'il a changé, qu'il parle de ce changement. Non, oui, mais vous dites qu'il a tort, mais encore une fois, je trouve que cette tendance au divan public, psychanalyste à la télévision n'est pas bonne. Et je pense que les Français ont envie d'entendre sur tel point j'ai eu raison, sur tel point je me suis trompé, je ne vous ai pas menti, mais là j'ai déconné, j'ai pas fait ça. Enfin, écoutez, par exemple, qu'est-ce qui empêche Nicolas Sarkozy de dire qu'il a fait, avec le débat sur l'identité nationale, un débat effroyable, nul. Ça, il le dit pas. Écoutez, et quand il dit j'ai pas écouté assez, pourquoi il ne dit pas aujourd'hui qu'effectivement un débat sur l'identité nationale, ça passe par des intellectuels, ça passe par une réflexion. En l'occurrence, il fait pas de entre guillemets mea culpa sur ces thématiques-là. Hein. Non, pas du tout. Il fait que des personnes, comme sur les choix économiques. C'est bien le problème. Or, c'est pas des mea culpa sur lui qu'on demande. C'est un certain nombre d'erreurs. Pour terminer l'émission, je voudrais revenir sur l'affaire Big Malion, qui est quand même importante en toile de fond, qui a précipité le retour de Nicolas Sarkozy, on l'a dit, via le départ de Jean-François Copé, mais qui le concerne aussi, puisqu'elle est liée au compte de sa campagne de 2012. Alors, dès juillet, au lendemain de sa garde à vue, il s'en explique sur TF1. Jamais aucun responsable politique n'a été autant examiné par magistrats policiers. Aujourd'hui, il y a peut-être une vingtaine de magistrats qui s'occupent de moi, des dizaines de policiers, et je suis écouté encore une fois dans tous mes téléphones depuis plusieurs mois. On ne trouve rien, on ne trouvera rien. Je prends les Français à témoin, parce que quand on n'a rien à se reprocher, quand on a son innocence et la certitude de son innocence, on n'a pas peur de s'expliquer. Voilà, donc il prend les Français à témoin dans cette affaire Big Malion, qu'il a décidément bien du mal à prononcer. Si la société Pygmalion a fait des systèmes de fausses factures avec l'UMP, à ma connaissance, personne ne me reproche quoi que ce soit dans l'affaire Pygmalion. Tout ceci, on va le régler calmement, y compris les histoires Pygmalion. Voilà, et là, on entend bien, il dit quand même à chaque fois Pygmalion, même si B et P, ça se ressemble un peu, là, il n'y a pas de doute. Quel effet ça produit? Alors après, on va voir si c'est intentionnel ou pas, mais Denis Bertrand, avec un regard extérieur, quel effet ça produit? Ça produit l'effet qu'il est étranger à l'affaire, qu'il il ne arrive même pas à la prononcer convenablement. Moi, je pense que c'est un calcul absolument... je pense que d'être hors du champ... arrive alors qu'on est étranger à l'affaire. Oui, mais justement, ça l'innocente. D'autant plus qu'il n'est pas le seul. Ça l'innocente. Et en plus, il y a Brice Hortefeux, dans l'interview, a dit Pygmalion et a fait croire qu'il ne savait même pas prononcer le mot. Proche de Nicolas Sarkozy, au mal à prononcer. C'est une ficelle. C'est une ficelle, mais quel effet? Oui, mais alors justement, est-ce qu'il le fait exprès? Vous parliez de est-ce qu'il fait exprès ou pas, selon vous? Je ne sais pas si c'est un truc, je ne suis pas dans sa tête. En tout cas, ça a clairement vocation à révéler, à montrer que Nicolas Sarkozy, il a une distance avec cette affaire. C'est un peu la théorie de l'indifférence. Finalement, je n'ai tellement rien à voir avec ça que le nom et la marque de cette société de communication avec laquelle je n'ai jamais eu de rapport, mais totalement inconnu. Même si j'en parle du mouvement, c'est pas que l'indifférence. Il fait un peu, entre guillemets, méthode Baudis.
quand il est à la télévision et qu'il dit je prends les Français à témoin, il prend l'information qui est erronée. En l'occurrence, Baudis, c'est-à-dire c'était je vais à la innocent à télévision. Oui, l'époque, en donc c'est une l'occurrence, manière c'est parce de faire le parallèle. qu'il veut créer le même effet a posteriori, en disant voilà, je suis capable de vous dire à la télévision devant des millions de personnes qu'il n'en est pas question, et ça a un effet. Quoi qu'on dise, quelle que soit la suite ensuite des évolutions de la vérité, ça a un effet immédiat. Le problème avec Nicolas Sarkozy, c'est que c'est parfois, peut-être trop souvent, un pont trop loin. Oui, parce que j'allais dire, est-ce que se tromper à chaque fois... Jusque-là, Pygmalion pour Pygmalion, ça va, ça le fait. On comprend, on dit tiens, bon, donc tu ne dois pas être très au courant. Le moment où il y a la suite, et il nous dit j'ai appris le nom de cette société en lisant le journal, c'est plus compliqué quand même. Oui. Je dis ça en étant convaincu, en fonction de mon expérience des campagnes électorales et de la connaissance de Nicolas Sarkozy, qu'il n'est pas directement mêlé à cette affaire. Non, mais sans aller sur le fond. Non, mais attendez. Oui, mais c'est important psychologiquement. Pour ça, psychologiquement, d'accord. Psychologiquement, c'est important. Si la question est de savoir comment il joue, je crois qu'effectivement, il est irrité par cette affaire parce que je pense qu'il n'y avait pas le matin une réunion avec... on peut lui reprocher d'ailleurs de ne pas avoir géré ça et suivi ça. Mais je pense qu'il s'en foutait complètement, qu'il a dit « faites-moi des meetings » et qu'on lui a fait des meetings parce qu'il y avait des gens qui étaient autour de lui et qui ont accepté. Mais le problème, c'est que la crédibilité, c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'acteur. Il y a des choses... C'est souvent formidable dans l'intention, c'est souvent très intelligent dans l'intention. Et puis dans l'exécution, il y a souvent ce que j'appelle le syndrome du pont trop loin, et où on se dit, ben non, ça ne fonctionne pas. Cela, il ressemble à Ségolène Royal d'ailleurs. Ah ouais, à force de dire, à force de répéter comme ça, Pygmalion, mais il y a toujours le coup trop loin. De meeting en meeting, ça le dessert. Vous partagez cet avis, Florence et Niki? Dernier petit mot sur Pygmalion. Les deux avis qui sont donnés, mais en notant et en soulignant le fait que c'est pas sur Pygmalion, c'est pas Pygmalion en tant que tel ou Pygmalion le problème, ni sa prononciation, mais le fait qu'il va sans doute un peu trop loin parce qu'il se laisse emporter par sa volonté de montrer à l'opinion qu'il est innocent et qu'il n'a rien à voir avec ça. Oui, parce que la question que ça pose, c'est forcément l'impact que ça a quand on se dit il se trompe. Et ça fait sourire, nous-mêmes ça nous fait sourire, mais quel est l'effet produit par ce sourire, quoi? Oui, c'est le thème du surmontré. Voilà, du surmontré. Et parfois du surmoi. Et alors, pour terminer, hein, on a vu depuis plusieurs mois, effectivement, des différents moments, avec notamment aussi cette séquence sur TF1 en mois de juillet. Est-ce que, selon vous, il y a un moment où les choses ont basculé, voilà, du réussi au raté, ou est-ce que finalement on est dans une continuité? C'est pas ni si raté que ça, ni si réussi que ça, les uns les autres, pour finir. C'est-à-dire qu'en fait, le retour n'a pas encore vraiment commencé. Il sera vraiment revenu lorsqu'il sera président de l'UMP. D'accord. Ce qu'il sera avec, on verra quel score, ce qui montrera en quelle manière la situation est différente ou pas. Et là, on est vraiment dans l'antichambre de son retour. Il parle aux Français, mais il doit convaincre sa famille électorale. D'accord, donc pas de changement finalement depuis Châtelaillon, ce qu'on a vu au début de l'émission. On est dans le déroulé classique. Oui, vous ne pouvez pas juger un pilote de Formule 1 au stand, vous le jugez quand il est au volant. Pour le moment, il n'a pas la voiture. Donc il va conquérir la voiture, et une fois qu'il aura conquis cette voiture, on verra ce que ça vaut pour la suite. C'est là que la bataille commence. Certains disaient qu'il voulait maîtriser le timing. Le problème, c'est qu'il n'a pas maîtrisé le timing. Non. Oui, évidemment. Ouais, il n'avait pas dans l'intention au départ de prendre l'UMP. Et ça ne se ressent pas particulièrement. Vous ne pouvez pas imaginer le drame Copé-Fillon, le drame Copé. Il ne pouvait pas l'imaginer. Donc il est passé par la case UMP. C'était pas son plan. Mais il y a 10 ans, c'était pas son plan non plus. Hein. Il ne devait pas prendre l'UMP au moment où Alain Juppé allait sortir de la route. En 2004. Et il s'est adapté. Pareil, 10 ans plus tard, il se réadapte. C'est vrai. Remake, dernier mot. Mais d'ailleurs, pour remonter encore plus loin, d'abord, je pense que le score que fera Nicolas Sarkozy à la présidence, c'est vraiment une question qui intéresse que le microcosme parisien et les journalistes, parce que les Français s'en foutent, et les militants encore plus. Et pour remonter à il y a 20 ans, parce qu'il y a une similitude très intéressante avec le retour de Nicolas Sarkozy, on nous expliquait il y a pile 20 ans que Jacques Chirac, son retour était raté, qu'il était absolument dépassé par les événements. Or, un an plus tard, en 1995, il a gagné, il se retrouvait le 5e président de la 5e République, et donc il faut donner... Ne jouons pas le match sur la ligne de départ. Bon, merci à tous les quatre. Merci à Marie Lebon et à Paul Bastien qui se sont levés tôt pour m'aider à préparer cette émission. Merci à Diane de Charmas qui s'est couchée tard pour la montée. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et tous les jours sur le site de Public Sénat pour voir et revoir tous les événements. C'est un seul souffle.
Je sais, je fais de plus en plus vite, mais il faut regarder souvent, sinon tant pis, on ne comprend pas. On aura, j'imagine, l'occasion d'en reparler quand on fera encore peut-être des émissions sur l'UMP. C'est que quelque part, il a au fond intégré la principale critique qu'il faisait à sa concurrente en 2007, c'est qu'il a intégré le participatif. Oui, bien sûr.